Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre webcast sur les rendez-vous du reporting de durabilité. Alors CSRD et Omnibus, ce sont les mots du moment dans le monde du développement durable. Alors bien sûr, nous allons en parler, mais nous allons surtout parler de ce qui se passe au-delà des réglementations dans les entreprises, autour de la prise en compte des questions de durabilité. Et il est vrai que la réglementation, malgré ses imperfections, malgré parfois sa complexité, elle a aussi amené une montée en gamme du traitement du sujet, notamment vis-à-vis des conseils d'administration, des comités exécutifs. Et en particulier, aujourd'hui, au-delà de ces textes, les entreprises travaillent sur 3 dimensions très opérationnelles que nous allons couvrir ce matin, notamment avec 2 entreprises que je présenterai tout à l'heure et qui nous font l'honneur et le plaisir de participer. Et ces 3 questions, elles tournent autour de la qualité et le contrôle interne de l'information de durabilité, la question liée à la transformation des modèles de pilotage de la performance en matière de durabilité, et enfin, les questions des options technologiques, qui peuvent faciliter et contribuer à organiser le pilotage de la data et de la performance sur ces questions de durabilité. Alors il faut se souvenir, et c'est pas surprenant, que l'ambition de la CSRD dans le dispositif global du législateur européen, bah, c'est bien le texte qui reconnaît à cette information de durabilité une importance stratégique, utile pour le pilotage de l'entreprise et pour les décisions de multiples parties prenantes, dont notamment les investisseurs et les clients. Donc il fallait donc faire en sorte que progressivement, cette information qui est connue depuis longtemps par les entreprises, en particulier en France, hein, compte tenu de l'historique réglementaire de la France, que cette information, bah, elle acquiert progressivement les caractéristiques de l'information financière en termes de fiabilité et de comparabilité. Mais et puisqu'il faut bien prononcer le mot, celui d'omnibus, cette ambition réglementaire, elle est allée vite et loin, et probablement sur certains aspects, trop vite et trop loin. Et de notre point de vue, il est finalement assez sain, et on en parlera notamment avec une des entreprises présentes, de se poser la question de la complexité et donc de la simplification, d'entendre ce que les entreprises ont à dire et de travailler à une plus grande progressivité, que ce soit dans la taille des entreprises concernées, dans les sujets à traiter, mais aussi dans la revue externe de l'information. Par exemple, l'ambition initiale d'avoir un niveau d'assurance raisonnable en 2029 sur cette information était probablement trop tôt. Et d'ailleurs, il est tout aussi probable que ce sont les entreprises elles-mêmes qui finiront par le demander, comme ça a été le cas, je le rappelle, au moment du Grenelle de l'environnement, puis avec la DPEF, où grand nombre d'entreprises avaient souhaité, de façon volontaire, avoir une revue en assurance raisonnable sur un certain nombre d'informations stratégiques. Donc il faut laisser un peu de temps au temps et avoir un peu de progressivité, c'est pas si mal, même s'il faut reconnaître que les débats actuels et les propositions qui sont toutes sur la table et qui se mélangent les unes les autres perturbent plus qu'elles ne simplifient, et en particulier pour les entreprises qui avaient déjà avancé. Mais ce qu'il faut aussi garder en tête de façon, très forte, c'est que, les sujets essentiels, la réalité de ces sujets et espérer que derrière un mouvement de simplification, on n'ait pas une sorte de cancel culture latente des réalités physiques, sociales et sociétales qui, elles, sont toujours bien là. Car comme je le disais au début de mes propos, on a un peu l'impression en ce moment que dans les gazettes et sur les réseaux sociaux, que le développement durable se limite à la réglementation et qu'en la simplifiant, voire en la supprimant selon les orientations politiques des uns et des autres, les enjeux seront traités et on n'aura plus de problème et par exemple, on n'aura plus de changement climatique parce qu'on n'aura plus de réglementation qui en parle. Bah, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est une évolution politique qui ne touche qu'une des dimensions auxquelles les entreprises font face. La réglementation est une des dimensions. Mais il y a d'autres dimensions bien là, et en particulier deux que j'évoquerai rapidement. Les réalités physiques et sociales, et bonne nouvelle, nous les voyons toujours au cœur des préoccupations de nos clients dans leurs réflexions relatives à leur transformation et à l'évolution des business models. Je vous donne quelques chiffres, hein. Dans notre dernière étude sur la Net Zero Survey que nous devons faire depuis 25 ans, où nous suivons le taux de décarbonation mondial de l'économie. Pour le chiffre de décarbonation, il y a deux façons de le regarder. Bonne nouvelle, on se décarbone, hein. Alors en 2023, on s'est décarboné de 1% par an, alors qu'il faudrait 7% pour tenir les 2 degrés et 20% pour tenir les 1,5 degrés de l'accord de Paris. Donc ça veut dire clairement qu'on ne les tiendra pas, que c'est mort. Et donc il y a bien une réalité physique qui est là. Et d'ailleurs, le gouvernement l'a reconnu, puisque vous avez vu l'annonce du plan national d'adaptation au changement climatique, qui part sur un scénario de 4 degrés, qui est bien plus réaliste et avec des conséquences extrêmement significatives. On parle beaucoup de climat, mais l'eau et la biodiversité, pour rester sur l'environnement, sont aussi des sujets majeurs, hein. D'après une de nos études aussi, 55% du PIB mondial
dépend de services écosystémiques. Alors on peut dire, on s'amuse à se faire plaisir avec des chiffres, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ceci, ça a des conséquences bien réelles et bien économiques pour les entreprises. Par exemple, vous avez peut-être vu dans les gazettes récemment, il y a eu un article dans la Tribune cette semaine qui évoquait la question de la non-assurabilité potentielle d'un certain nombre de régions françaises, ce qui est déjà le cas en Californie, où on a du mal à assurer ses biens individuels à cause des risques météorologiques et climatiques. Vous l'avez peut-être vu aussi dans un article qui est paru cette semaine dans la presse économique, on estime que le risque climatique fait peser un coût de 35 milliards d'euros à 2035 pour les PME d'Île-de-France, pour des raisons de non-adaptation. Les questions de résilience des supply chains, accès à un certain nombre de matières premières qui sont impactées par les changements physiques, et les impacts évidemment sur les business models, et je pense qu'on pourra en parler d'ailleurs avec une des entreprises présentes. Mais dans ce contexte, créer de la valeur va nécessiter d'abord d'être résilient. Pourquoi? Pour être là. Et la meilleure façon de créer de la valeur, c'est de bien comprendre les risques, de s'y adapter de façon stratégique pour en identifier les opportunités de croissance et d'innovation. Ça, c'est les réalités physiques. La deuxième tendance majeure, au-delà de la réglementation, c'est ce que pensent les investisseurs. Et là, je vous donnerai 3 éléments d'analyse. Depuis une quinzaine d'années, tous les 2-3 ans, nous faisons une étude sur les investisseurs en private equity, donc plutôt des gens qui vont être sur les entreprises de la vague 2, les sociétés non cotées. Dans la dernière, de 2024, ils nous disent pour près de 80% d'entre eux, donc à peu près 200 investisseurs dans 40 pays dans le monde, ils nous disent pour près de 80% d'entre eux que les questions ESG sont totalement pertinentes en termes de création de valeur économique et qu'il n'y a pas d'antinomie à vouloir créer de la valeur dans les deux dimensions, et que c'est un élément essentiel de l'appréciation de la performance des entreprises et de leur valorisation. Deuxième élément, là aussi, depuis une vingtaine d'années, nous faisons tous les ans une étude qui est sur notre site, qui est facilement accessible, qui s'appelle la Global Investor Survey. Donc là, ce sont les asset managers, donc plutôt les grands acteurs qui investissent dans les sociétés cotées, donc plutôt les sociétés de la vague 1. Là, à peu près 400 asset managers dans le monde, à peu près un quart d'asset managers américains, étude qui a été publiée fin 2024, début 2025, et qui nous disent 4 choses. À chaque fois, entre 75 et 80%, nous disent-ils, ces 4 choses. La première, c'est on va mettre plus d'argent dans les entreprises qui intègrent le développement durable dans l'analyse de la résilience de leur supply chain. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, suite à un certain nombre d'affaires connues, qu'on pouvait perdre beaucoup d'argent si cette question n'était pas prise en compte dans la résilience, enfin dans l'analyse des facteurs de risque de la supply chain. Deuxième chose, on est prêt à mettre plus d'argent dans les entreprises qui intègrent du développement durable, dans l'innovation, en matière d'offres de produits et de services. Donc là, on est dans le côté plus risque, mais dans le côté positif. Et enfin, les deux derniers éléments, nous avons besoin, nous disent-ils, que les informations en matière de durabilité soient au même niveau de qualité que les informations financières. Et dernier point, nous avons besoin que ces informations, comme les informations financières, fassent l'objet d'un contrôle externe, parce que nous allons les utiliser dans nos modèles de valorisation. Et puis le dernier exemple, je pense que là, vous l'avez tous vu, c'est la réallocation assez brutale et massive d'un fonds de pension anglais qui avait souhaité confier 28 milliards de livres à des gérants d'actifs américains. Et pour des raisons de recul sur l'ESG que l'on connaît actuellement aux États-Unis, ces 28 milliards ont été réorientés vers des gestionnaires d'actifs européens, et notamment un Français, Amundi. Donc on est quand même dans un monde qui est complexe, et l'ignorer pour un dirigeant, c'est rater sa vision stratégique et faire une faute de management. Il n'est pas question de dramatiser, il n'est pas question de paniquer, il n'est pas question de faire de l'idéologie, mais il est question de bien analyser des phénomènes réels qui sont transformants, qui portent en eux leur part de risque et leur part d'opportunité. Et d'ailleurs, je vous citerai une phrase de Cédric Villani qui s'exprimait à Sciences Po Grenoble à la rentrée 2024 sur le lien entre la vision politique de ces questions et les réalités environnementales, et qui nous disait croire que la technologie nous sauvera ou croire que tout est perdu sont deux attitudes également commodes qui, l'une et l'autre, nous dispensent d'agir. Et c'est bien ça la question aujourd'hui, réglementation ou pas réglementation, c'est la connaissance des sujets et l'action. Et la bonne nouvelle, c'est ce que nous voyons, nous, dans les entreprises, c'est que leur vrai sujet, ce n'est pas du tout la réglementation. La réglementation, elle est dans un sens, dans l'autre, on s'y adapte, on la traite, on essaie de l'anticiper. On peut la regretter dans un cas, s'en féliciter dans l'autre, parce que n'oublions pas que la réglementation, c'est aussi dans certains cas une protection des entreprises, mais leur vrai sujet, c'est la stratégie et l'adaptation. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que omnibus ou pas omnibus, l'entreprise, pour nous, elle est toujours en action, car ne l'oublions pas, il n'y aura pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Alors, une fois que je vous ai dit ça, de quoi va-t-on vous parler? Eh bien, comme je le disais, sur l'agenda de la matinée,
enfin de la matinée de l'heure et demie qui vient. Nous avons un certain nombre de sujets et les sujets sont d'abord une introduction sur Omnibus, comme je vous l'avais annoncé, et je passerai la parole dans quelques instants à Anne Langlais. Puis nous adresserons 3 thématiques. Une thématique liée au contrôle interne et sur l'information durabilité, une thématique liée à la transformation en termes de pilotage de la performance sur les questions de CSRD. Et enfin, nous terminerons sur justement ce que j'évoquais, les questions liées à la technologie et comment les sujets technologiques peuvent justement aider les entreprises dans le pilotage de la performance en matière de durabilité. Alors, pour adresser ces questions, nous avons la chance d'avoir un certain nombre d'acteurs. Je ne vais pas parler toute la matinée. Et en particulier, nous avons la chance et le plaisir d'avoir 2 entreprises qui ont accepté d'être avec nous et je les remercie fortement. Donc, nous avons d'abord Madame Vutolan Nguyen, qui est directrice du contrôle interne du groupe Accor, qui évidemment sera sur la séquence autour du contrôle interne. Et puis, nous avons aussi avec nous Camille Rinsard, qui est directrice des ressources humaines et de la communication et de la RSE du groupe TSG, qui nous parlera effectivement des sujets de transformation et de pilotage de la performance. Et elles ne seront pas seules, puisque pour débattre avec elles et pour vous parler de ces sujets, j'ai aussi la chance d'être entouré de 4 de mes associés que je vous présente. D'abord Anne Langlais, qui va me succéder immédiatement pour parler d'Omnibus, et Anne Langlais, qui est associée chez nous en charge des sujets de réglementation sur les questions de durabilité. Laurent Morel, qui est associé sur les questions de transformation de la fonction finance et de pilotage de la performance sur les sujets de durabilité. Caroline Neid-Perabet, qui, elle, est spécialisée toujours sur les questions de contrôle interne sur les sujets de développement durable. Et enfin, Rim Tabet Aoul, qui est notre associé au sein de nos activités développement durable, qui s'occupe des sujets de technologie, de data et d'intelligence artificielle. Donc vous voyez qu'on est bien équipé. Et sans plus attendre, je passe la parole à Anne pour qu'on parle quand même un petit peu d'Omnibus. Bonjour à tous, merci Sylvain. Alors, on va pouvoir aller à la prochaine slide. Donc, effectivement, il était important de faire un point sur Omnibus en ce moment avec toutes les incertitudes qui émergent. Alors, effectivement, Sylvain, tout n'est pas question de réglementation, on l'a entendu. Nous aurons d'ailleurs bientôt un webcast sur les entreprises et la transformation de leur business model. Et nous avons 2 parties aujourd'hui. Donc, les updates opérationnels qu'on aura après sont également très importants. Et d'ailleurs, c'est important pourquoi ? Parce que grâce à la data ESG, on peut piloter sa performance. Alors, Omnibus, on a volontairement choisi un format court. Pourquoi ? Parce que déjà, on a publié une alerte très détaillée où vous retrouverez tout le détail des changements, des seuils, des modalités, avec une vision en tableau de avant, après, etc. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les messages forts. À la fin de cette update technique, normalement, on aura répondu à 3 de vos questions principales. 1. Comprendre ce que propose Omnibus. 2. Comprendre quelles sont les conséquences pratiques à date pour les vagues 1. 3. Comprendre quelles sont les conséquences pratiques à date pour les vagues 2. Donc, sans faire durer le suspense, s'il y a bien une chose à retenir aujourd'hui, c'est, désolé, on sait qu'on ne sait pas. Ça, c'est un message extrêmement important. Il faut faire passer ce message dans vos équipes. Pourquoi ? Alors oui, c'est frustrant, mais malgré tout, c'est important. Tout est draft et tout peut bouger encore. Gardez bien en tête que Omnibus, c'est des drafts qui sont soumis à négociation et qu'on ne sait pas encore où est la gare d'arrivée. Par exemple, dans les équipes, ceux qui disent « alors là, le seuil a changé, maintenant ce sera 1000 salariés, voilà ». Eh bien attention, il faut qu'on suive les débats, car in fine, ça pourrait être moins de 1000 salariés, ça pourrait être 500, ou ça pourrait même être plus, ça pourrait être 5000. Alors maintenant, on va rentrer dans les détails. Un petit rappel, on peut aller à la slide suivante. Un petit rappel sur le contexte d'Omnibus. On a un cadre qui est la boussole européenne avec 3 domaines d'action. Aucune surprise, l'innovation, la décarbonation, la sécurité. Vous savez pourquoi on parle de tout ça. Pas de surprise, beaucoup de choses. Un des facteurs de compétitivité majeurs identifiés dans cette boussole européenne, c'est la simplification. Et donc, pour recadrer Omnibus, Omnibus fait partie intégrante de ce pilier simplification. Je m'arrête là. Il y a plusieurs omnibus, donc plusieurs omnibus sur plusieurs réglementations, mais aujourd'hui, on va parler de l'omnibus qui touche à la CSRD, les ESRS, la taxonomie et la CS3D. D'accord ? Si on rentre dans le vif du sujet,
Omnibus sur le reporting de durabilité, c'est principalement quoi? Je vais évidemment rentrer dans les détails de la directive Stop the Clock, de la directive Content, mais ça, entre nous, c'est de la tuyauterie et des modalités pratiques. Alors oui, Omnibus, c'est simplifier la CSRD, mais c'est principalement, et retenez ça, une proposition de faire sortir et de réduire le scope de 80% des entreprises du scope actuel de la CSRD. C'est ça le sujet. Donc notamment en proposant d'abaisser le seuil de 250 salariés à 1000 salariés. Alors évidemment, je simplifie, évidemment, il y a d'autres propositions. Ce qu'il faut retenir, c'est ces 80%. Et maintenant, pourquoi 2 directives? Stop the Clock, je l'ai dit, c'est de la tuyauterie. C'est là pourquoi? C'est là pour stopper le train en marche, pour que les entreprises qui n'ont pas encore eu à reporter, on parle ici évidemment des vagues 2, des vagues 3, et bien pour elles, on appuie sur pause en attendant que le seuil soit rehaussé et en attendant que les simplifications soient adoptées. Donc c'est un peu une pause avant la sortie du scope pour les vagues 2 et 3, si les seuils qui sont proposés demeurent. Cette directive, elle a été mise toute seule, Stop the Clock, parce qu'elle va avancer normalement beaucoup plus vite que l'autre. Pourquoi? Parce que Stop the Clock, mettre sur pause, c'est beaucoup moins sujet à débat que tout le reste. Tout le monde veut appuyer sur pause. Ensuite, on a cette directive Content. Content, eh bien, avant tout, c'est un abus de langage, car en fait, c'est le véhicule législatif par lequel on va venir réduire le scope. Donc, c'est surtout le scope et aussi simplifier le contenu. Et là, il y a un risque d'avoir un peu plus de négociations parce que les gens discutent, ne sont pas d'accord, etc. Au niveau européen. Donc, il y a aussi un risque que ça prenne un peu plus de temps, même si évidemment, la volonté de tout le monde, c'est d'aller vite. D'accord? On peut passer au slide suivant. Si on continue sur les changements proposés de manière high level, je le redis, donc on a un scope réduit, on a un calendrier modifié, on a une annonce de révision des normes ESRS, 7.1, là, celles qui ont été appliquées par les vagues 1, ça va être révisé avec une vraie volonté de simplification. Il y a un abandon de l'idée d'avoir des ESRS sectoriels. On a des modalités importantes qui sont proposées sur ce qu'on appelle le Value Chain Cap, tout simplement pour éviter de demander de collecter trop de choses dans la chaîne de valeur. On a aussi des modifications sur la taxonomie. Alors, sur la taxonomie, il y a des modifications via la directive Content pour proposer un seuil et qu'il y ait plus de reporting volontaire, donc un seuil de 450 millions d'euros en dessous duquel le reporting taxonomie serait volontaire. C'est une proposition. Il y a aussi l'introduction d'une notion d'alignement partiel pour permettre à certaines entreprises de dire si je ne remplis pas certains critères, je reporte un alignement partiel. Voilà. Il y a d'autres modifications également sur le règlement taxo qui est d'ailleurs ouvert à consultation en ce moment. Introduction, ça c'est très important, d'un principe de matérialité pour éviter de faire du travail sur des choses non significatives. Il y a aussi la proposition de nouveaux templates pour réduire la taille des tableaux à reporter. En revanche, ce n'est pas une réduction des travaux d'analyse pour savoir si on remplit les critères. Donc, réduire les templates, c'est bien. Simplifier l'analyse, c'est bien également. L'assurance, abandon du passage à l'assurance raisonnable, suppression de l'obligation d'adopter des normes d'assurance limitées avant octobre 2026, mais en attendant, proposition de publier des guidelines. La CS3D est également concernée par Omnibus, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on n'aura pas le temps, donc je vous renvoie vers notre alerte. Alors, je le redis, c'est une proposition, il y a des négociations en cours lors du trilogue, on verra ce qui sort in fine, et ensuite, il y aura aussi la transposition française. Vous retrouverez tout le détail, tous les seuils dans l'alerte, tous les changements détaillés. On a mis en slide suivant une illustration du timeline potentiel. Donc, j'avais prévu de la commenter dans les détails. Cette timeline, elle est présente dans notre alerte. Vu le nombre de questions qui nous ont été envoyées en amont et pendant le webcast, au lieu de commenter cette timeline que vous avez dans l'alerte, s'il nous reste un peu de temps, je le ferai, mais je vous propose plutôt de prendre un petit peu de temps là pour répondre aux questions récurrentes. D'accord? Donc, on peut aller au slide suivant et éventuellement, on reviendra à la timeline si jamais on a le temps. Donc, quelles sont les prochaines étapes et surtout, quelles sont vos questions récurrentes en ce moment? Donc, si on prend le sujet des 1000 salariés, est-ce que ça peut encore bouger? Ça, vous m'avez entendu, ça va dépendre du trilogue. Et oui, ça peut encore bouger. On ne sait pas le projet des 1000 salariés. Peut-être que ce sera moins, 500, peut-être que ce sera plus 1000. Il faut s'armer de patience et surtout attention dans ce qu'on dit. Voilà. Quels sont les changements en pratique pour les vagues 1?
À date, il faut retenir que pour le moment, pour les vagues 1, rien ne change, ni le scope, ni le reporting, en attendant que les textes aboutissent. Et ensuite, si les textes aboutissent, on aurait potentiellement deux choses. Déjà, une partie des entreprises de la vague 1, qui sont inférieures à 1000 salariés, qui sortiraient du scope, donc qui passeraient en reporting volontaire. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'incertitudes. Et l'autre point, c'est que comme le reporting va être simplifié, les vagues 1 qui ont fait le reporting sur la base des full ESRS, là en ce moment, vont devoir ajuster le reporting avec des normes révisées. Une fois que ces normes révisées du 7.1 auront abouti, normalement, ce sera via un acte délégué dans les 6 mois après l'entrée en vigueur de la directive Content. Voilà. À noter donc que le principe de double matérialité est maintenu. Hein, d'accord ? Donc ça, c'est pour les entreprises de vague 1. Et leur reporting taxonomie, comme on a aussi des amendements proposés au règlement taxonomie, ce sera d'ailleurs le règlement taxonomie le premier à bouger, et donc certainement dès le reporting 2025 pour la taxonomie, en fonction, encore une fois, de comment est-ce que ça avance. Ensuite, quels sont les changements en pratique pour les entreprises de vague 2 ? Déjà, premier point, on l'a dit, on appuie sur pause en attendant les simplifications de la directive Content. Mais pour appuyer sur pause, il faut que la directive Stop the Clock soit adoptée, d'accord ? Mais ça n'empêche pas ça, pour les entreprises qui ont déjà commencé ou qui se posent la question, d'avancer, de continuer à avancer ou d'avancer sur la base soit d'un reporting volontaire. Donc, tout dépend des cas et de est-ce que les entreprises ont déjà commencé à avancer. Il y a beaucoup d'entreprises en ce moment qui demandent également ce qui se passe au Sénat. On a eu la question. Quelle cohérence avec Omnibus ? Donc, vous avez certainement entendu que dans le cadre du projet de loi DADU, le Sénat a adopté en mars un report de 4 ans avec d'autres mesures également pour que les entreprises de vague 2, 3 et 4. Un report de 4 ans, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, attention, il faut encore que cette nouvelle mesure soit examinée par une commission mixte paritaire qui devrait avoir lieu fin mars, d'accord ? Surtout cette loi DADU, si jamais elle allait au bout, ces 4 ans, il y a une décorrélation avec du coup ce que propose comme report la Commission européenne avec l'Omnibus. Donc l'Omnibus, quand il ira au bout, il viendra au-dessus de cette loi DADU. Donc il y a des petites incohérences, mais qui vont... en tout cas, il faut suivre ce qui se passe dans cette commission paritaire. Voilà. Que faire ou ne pas faire et comment gérer le sujet des nominations des auditeurs de durabilité pour la vague 2 ? Là, tout dépend des cas et notamment, chaque entreprise est vraiment différente et donc, il faut regarder les faits et circonstances. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que chez PwC, on a analysé les différentes options, les différentes recommandations. Donc, vous pouvez vous rapprocher de vos contacts habituels et tout dépend des faits et circonstances et notamment de la facilité ou non de faire une AG. Pour le sujet des vagues 2. Sachant également sur ce sujet que les textes ne sont pas stables et qu'on attend encore des évolutions sur les risques juridiques autour des nominations. Voilà. Les autres questions qu'on reçoit, c'est est-ce que la DPEF va disparaître ou est-ce qu'elle revient pendant la période intercalaire, c'est-à-dire pendant qu'on appuie sur pause, mais a priori, la DPEF a disparu au 31/12/2024. On ne sait pas ce que le gouvernement va décider. Donc, une option envisageable, c'est qu'il pourrait ne pas y avoir d'obligation de reporting pendant la pause, mais ça reste à confirmer. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'on nage avec énormément d'incertitudes, qu'il y a beaucoup de variables à prendre en compte, que chaque cas est différent. Et donc, on va peut-être prendre d'autres questions s'il y en a. Je ne sais pas. Alors, je vois des questions. Une société ayant émis des obligations cotées, mais elle-même non cotées, peut-elle bénéficier d'un report d'application de la CSRD ? Alors là, en fait, il faut se raccrocher à la notion de vague 1, vague 2. Et du coup, dans la vague 1 qui a déjà appliqué, l'entreprise, elle était du coup, selon les critères de la vague 1, avec soit de la dette cotée, soit des actions cotées. Il n'y a pas de différence. Donc, il n'y a pas de report d'application pour ces entités-là. Voilà. Pas de pause. Est-ce que du coup, on a encore 1 ou 2 minutes pour prendre quelques autres questions? Sylvain, je ne sais pas.
Oui, alors Anne, moi j'avais une question aussi à te poser. Tu l'as un peu évoqué, mais qu'est-ce qu'on peut estimer comme timing de mise en œuvre de tout ça? Est-ce que c'est le flou total? Est-ce qu'on a des idées? Voilà. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on revienne sur notre timeline. On va prendre 2 minutes pour la commenter, cette timeline, parce que finalement, ta question, ça revient à ça. Donc, évidemment, on va prendre les modalités. On va revenir 2 slides en arrière. Voilà, parfait, merci beaucoup. Donc, sur cette timeline, qu'est-ce qu'on se dit? On a pris des hypothèses, d'accord? Ces hypothèses, on ne sait pas. Il y a plein d'autres options possibles, mais prenons les hypothèses. Donc, on a déjà 2 choses. Année 2025 et exercice FI 25. Dans l'année 2025, on peut imaginer, et on l'a dit, que la proposition de directive Stop the Clock, comme on veut aller vite, qui va prévoir le report des vagues 2 et des vagues 3, va être adoptée. D'accord? Là, dans les prochaines semaines, ça devrait aller vite. Donc ensuite, la France transposerait également Stop the Clock en année 2025. Et ensuite, l'autre changement qui n'est pas Stop the Clock, mais qui est à envisager, si jamais ça va vite également, c'est que les amendements des actes délégués sur le reporting taxonomie aboutiraient également. Ça voudrait dire que sur l'exercice FI 25, que se passerait-il? Eh bien, pour les entités de la vague 1, les entités de la vague 1, rien ne change. Elles reporteraient conformément aux ESRS initiales 7.1 de manière inchangée. En revanche, si le reporting taxonomie modifié est allé au bout, eh ben, elle l'appliquerait dès le reporting FI 25. Voilà. Pour l'exercice FI 25, pas de reporting requis, évidemment, pour les entités de la vague 2, on l'a dit. Ensuite, en termes d'hypothèse sur la directive Content, on prend l'hypothèse que l'UE va adopter la directive Content plutôt en année 2026. Peut-être que c'est pas ça et peut-être que ça ira plus vite, moi je ne sais pas. Peut-être que si tout le monde arrive à se mettre d'accord, ça pourrait être différent. Mais malgré tout, comme il va y avoir pas mal de négociations, on a pris l'hypothèse année 2026. Voilà. Ensuite, la France doit transposer ses règles dans les 12 mois. Donc on ne sait pas si ce sera 2026 ou 2027. Tout dépendra également de la stabilité côté français sur les sujets de transposition. Et donc là, est-ce qu'on aurait une révision du 7.1 en année 2026? C'est l'hypothèse qu'on a prise. Donc ça veut dire que sur l'exercice FI 26 pour les entités de la vague 1, on aurait un reporting ESRS qui serait conforme au 7.1 modifié, parce qu'on aurait eu le règlement ESRS modifié. Évidemment, on continuera à reporter sur sur la base du nouveau reporting amendé taxonomie. D'accord? Pas de reporting requis pour les entités de la vague 2 et de la vague 3. Et année 2027, on imagine que la transposition aurait lieu, mais encore une fois, caveat, on ne sait pas ce qui va se passer, ni ça pourrait très bien être avant. Voilà. Et donc, sur l'exercice FI 27, les nouveaux seuils rentreraient en vigueur avec des entités dans le scope, seulement celles supérieures à 1000 salariés. Encore une fois, caveat, on ne sait pas si ce serait 1000 salariés, moins ou plus. Reporting USRS conforme au 7.1 modifié, c'était déjà le cas. Reporting taxonomie modifié. Possibilité d'un reporting volontaire pour les entités qui sont à moins de 450 millions d'euros. Et pour toutes les autres entités qui ne dépasseraient pas les seuils, on serait en reporting volontaire. Voilà. Vous voyez bien qu'il y a plein d'incertitudes. C'est une timeline indicative qui prend plein d'hypothèses et qui n'est pas forcément celle qui sera in fine la bonne. Mais la conclusion, c'est qu'il faut suivre tout ça de près et qu'on vous tiendra évidemment au courant. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Donc oui, que retenir? Le premier signal fort sera le vote et la transposition de la partie Stop the Clock, qui là, effectivement, donnera une information fiable aux entreprises de la vague 2. Donc ça voudra bien dire, ça s'arrête pour une durée qui sera celle des textes. Ce qu'il faut espérer, c'est que le législateur, tant européen que français, aille vite pour donner une information, parce que ce qui est détestable aujourd'hui, c'est le flou absolu. Donc là, je vous propose de rentrer maintenant dans le vif du sujet, non plus de la réglementation qui sera ce qu'elle sera, et comme vous l'avez compris, avec des tas d'hypothèses, mais de rentrer dans ce qui se passe réellement avec des entreprises et leur poser la question, d'en débattre avec elles. Et nous allons commencer avec une première séquence autour du contrôle interne. On le sait, je le disais dans mon introduction, l'objectif même de la CSRD, c'était d'amener cette information de durabilité à un niveau de qualité qui permettent à des acteurs tels investisseurs, clients ou autres
prendre des décisions clairement informées. Et donc, le processus qui permet de stabiliser cette qualité-là est extrêmement important. On commence par le contrôle interne et je te passe la parole, Caroline, pour aborder cette séquence sur le contrôle interne. Merci beaucoup Sylvain. Bonjour à tous. Après ces points en effet d'introduction et d'actualité, je suis ravie de vous retrouver pour parler contrôle interne du reporting de durabilité. Alors, pour commencer, pourquoi on vous parle de contrôle interne avec la CSRD et sur ce reporting de durabilité? Si on passe en page suivante, s'il vous plaît. On vous en parle car c'est finalement prévu par l'ambition de l'Union européenne que de tendre vers un reporting ESG équivalent au reporting financier. Donc en termes d'utilisation de la donnée, mais donc aussi en termes de préparation de cette donnée. Ça se traduit comment? Ça se traduit d'une part par l'extension de la responsabilité de la gouvernance au même titre que sur l'information financière, sur l'information de durabilité, y compris donc la supervision de la qualité du contrôle interne pour préparer cette information ESG qui est publiée. Ça se traduit également par une exigence de transparence, donc d'explication de ce que l'on met en œuvre pour s'assurer que l'information qu'on publie est bien une information correcte. Et ça se traduit par l'audit externe qui est renforcé, quand bien même on ne va pas en assurance raisonnable. On a finalement ce besoin d'un minimum de maîtrise avant, si je puis dire, le passage de l'audit. On n'attend pas de voir la police sur le bord de la route pour mettre sa ceinture. Donc, c'est un peu là le même principe d'avoir un minimum de maîtrise sur ce que l'on prépare et sur ce que l'on publie. Mais surtout, au-delà de ces facteurs plutôt réglementaires, on observe de plus en plus un besoin de confiance sur cette donnée qui est de plus en plus utilisée, notamment, comme le disait Sylvain, pour piloter des enjeux stratégiques. Et force est de constater, on y reviendra, que cette information ESG aujourd'hui, elle est assez peu mature et pas toujours très fiable, d'où ce besoin de renforcer la qualité de l'information au travers de pratiques et d'un dispositif finalement structuré. Et on va voir justement ensemble aujourd'hui comment concrètement travailler sur ce sujet. Et pour échanger donc sur ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Vutolane Nguyen, qui est directrice du contrôle interne du groupe Accor. Vutolane, encore un grand merci de ta présence aujourd'hui et je te donne la parole pour te présenter et nous dire quelques mots du contexte du groupe Accor en matière de reporting de durabilité. Bonjour à tous. Merci Caroline de m'avoir invitée. Effectivement, chez Accor, pour le projet CSRD, ce que Accor a décidé, c'est d'embarquer un maximum de fonctions. Et donc, dès le départ, la fonction contrôle interne et les fonctions data ont été partie prenante du projet. Alors, chez nous, on a décidé de le gérer en mode projet, plus projet de performance. Comme ça a été dit en introduction. Et le contrôle interne a tout de suite été mis en avant comme un sujet clé en fait dans le cadre de ce projet. Merci Vutolane. Et on a eu la présentation là, des changements qui sont proposés. On a bien compris que tout ceci était encore à valider, des changements proposés par Omnibus avec Anne. Qu'est-ce que, selon toi, cela change aujourd'hui en matière de perspective en termes de contrôle interne CSRD? Pour moi, il n'y a pas beaucoup de changements. Nous, on est dans la vague 1 et donc pour moi, l'impact est surtout sur la vague 2 en termes de timing. Après, en termes de contenu, on aura peut-être un changement de contenu, mais là encore, pour moi, ça ne va rien changer en matière de contrôle interne. Très bien, merci Vutolane. Alors, pour commencer, on est aujourd'hui en mars 2025. Les premiers rapports sont en train de sortir, si je puis dire. Et on vous propose de revenir sur quelques premiers éléments de bilan en matière de contrôle interne de ce premier exercice et les leçons que l'on peut voir se dessiner à date. Et avant de te redonner la parole, Vutolane, voici quelques éléments de notre perception de ce qui s'est passé sur cette année 2024 avec notamment donc les vagues 1. Force est de constater que le contrôle interne n'a pas
toujours été la priorité, le chantier priorisé dans les projets, justement même les programmes parfois CSRD qui ont été mis en place. La priorité était déjà de s'approprier ces nouvelles exigences, ces nouveaux standards, de comprendre, je dis même souvent digérer ces nouveaux standards et ces nouvelles exigences, d'évaluer ce qu'il y avait en place à valoriser dans le rapport de durabilité, et puis bien sûr de travailler sur l'information qui était manquante. Pour autant, les premiers éléments de retour que l'on peut voir aujourd'hui, c'est que les processus actuels qui ont été déroulés dans leur entièreté pour la première fois sont assez fragiles. On est sur des données qui sont insuffisamment définies, insuffisamment structurées. On est sur des domaines qui sont parfois récents, voire complètement nouveaux, avec un panel de contributeurs assez large et des populations qui sont moins habituées en tout cas à traiter des données avec le niveau d'exigence et de rigueur que l'on attend finalement aujourd'hui. Et de ce constat, on observe aujourd'hui une volonté profonde de tendre vers une meilleure maturité de ces données. On a compris finalement ce changement de prisme par rapport aux pratiques des PEF et on voit un vrai besoin de mettre en œuvre des principes plus rigoureux comme le cut-off, un périmètre stable, des méthodes qui soient strictes et communes, des justifications, etc. Et donc, bien que ça n'ait pas toujours été priorisé, on va le voir, certains groupes ont déjà travaillé sur le sujet. Et c'est d'ailleurs votre cas au sein d'Accor. Mais avant de nous partager ce que vous avez fait, Vutolan, est-ce que tu peux nous évoquer les principales difficultés, les principaux challenges auxquels vous avez été confrontés en 2024 pour justement aborder ce sujet contrôle interne de durabilité? Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer à l'ensemble des ateliers d'évaluation de gap analysis, comme tu l'évoquais, Caroline. Et du coup, un premier constat, en fait, a été d'avoir un scope homogène et de savoir de quoi on parlait en termes de scope, puisque entre le périmètre de certains sujets qui couvre plutôt l'activité principale d'Accor, qui est l'activité hôtelière, et le scope de reporting qui couvre l'ensemble des filiales d'Accor et qui comprennent des activités non hôtelières. C'était une première difficulté, le périmètre, savoir qu'est-ce que l'on couvre dans le reporting durabilité, et la nécessité d'avoir une source unique de détermination du périmètre. Après, on a eu également on avait aussi une diversité de sources des données et des process et en même temps des équipes, puisqu'on a du E, du S et du G. L'idée, c'était de savoir d'où venait la donnée, de quel système on pouvait extraire pour avoir la donnée la plus fiable, comment collecter la donnée et d'une équipe à l'autre, le degré de maturité en matière de contrôle interne ensuite n'était pas tout à fait le même en aisance de descriptif des process et en rigueur contrôle interne, on va dire. Il y avait également une autre difficulté, c'est parfois l'interprétation des textes. À la lecture de certains sujets, on avait parfois des différences d'interprétation entre nos conseils et les parties prenantes de chez Accor. Il y avait aussi un problème parfois de compréhension de l'attente en matière de contrôle interne. La question, ça a été souvent de dire « Ah oui, le contrôle interne est important, mais donc qui va s'en occuper ?» Est-ce que c'est l'équipe contrôle interne qui va gérer tous les contrôles ou alors la réponse a été plutôt de dire « Ah ben non, c'est plutôt à vous, chacun des métiers est responsable des sujets, de participer activement également au contrôle interne. » Ça, c'était quelque chose de nouveau pour des équipes qui sont non financières. La notion de contrôle interne était assez nouvelle. Et enfin, sur ce projet, il y avait aussi une question de responsabilité, définir qui est responsable de quoi
Et il y avait aussi une question de ressources également. Mais alors nous, on a commencé le projet dès fin d'année 2023. Donc la question s'est très vite posée de dire, bah voilà, sur l'année 2004, pour se mobiliser sur cette nouvelle demande réglementaire, comment, en termes de ressources, on va s'organiser. Merci Vitolane. On voit, oui, beaucoup de questions autour du qui fait quoi et souvent des difficultés à déterminer les responsabilités de chacun hein, sur le contrôle interne. Le contrôle interne, c'est bien le dispositif mis en place par l'ensemble de l'entreprise et donc par le management. Et la fonction contrôle interne a souvent ce rôle de cadrer, d'expliquer, de donner les outils. Mais évidemment, il y a un rôle clé de l'ensemble des équipes pour réaliser les contrôles et avoir la maîtrise de leurs propres activités. Alors justement, que pouvons-nous faire concrètement pour avancer sur ce chantier de manière sereine et structurée? C'est une question qui nous a beaucoup été remontée là dans le cadre des inscriptions à ce webcast, donc on va y répondre. Tout d'abord, ce que l'on observe, vu l'état finalement de maturité actuelle de ce processus, c'est que la priorité a été donnée pour sécuriser l'environnement de contrôle. On ne bâtit pas sur du sable, il y a besoin de renforcer les fondations. Au regard de la maturité actuelle, on le disait, l'idée a été d'abord de clarifier les rôles et responsabilités, documenter les différentes étapes nécessaires pour produire l'information, hein, donc pour la remonter, la centraliser, la consolider et la publier. Et on a beaucoup vu en termes de quick win, si je puis dire, il y avait déjà des protocoles de reporting pour couvrir la DPEF, donc des renforcements de ces protocoles, le fait d'intégrer certains principes de contrôle déjà dans ces protocoles, donc c'est-à-dire des contrôles qui vont s'appliquer à toutes les données, le fait de fournir et conserver la justification des données que l'on collecte, le fait de mettre en place des for eyes review par exemple, le fait de, on peut rester sur la page précédente, hein, merci. Merci. Le fait de, je disais, donc intégrer des for eyes review, des principes de séparation des tâches et même des contrôles de type cohérence. Hein, ce sont des contrôles de base que l'on peut appliquer à toutes les données qui sont remontées. Donc, d'intégrer, de documenter ces exigences-là dans le protocole de reporting qui est largement utilisé et diffusé à l'ensemble des contributeurs est un peu un quick win, un incontournable pour commencer à renforcer cet environnement de contrôle. On a beaucoup vu aussi l'utilisation de fiches d'identité d'indicateurs ou de fiches KPI. L'idée étant, Vitolane l'évoquait, avec les sujets d'interprétation des textes, on voit des nouvelles méthodes qui sont exigées pour calculer certains indicateurs qui pouvaient d'ailleurs exister au sein des entreprises. J'ai en tête sur le standard S1 personnel de l'entreprise, il y a beaucoup de KPI, mais avec des exigences qui sont nouvelles et très précises, que ce soit par exemple sur le turnover ou sur le taux d'accidentologie. Et donc, définir formellement dans ces fiches-là les règles à suivre, la méthodologie, les points justement de périmètre, de retraitement, les éventuels points d'estimation, etc. Pouvoir documenter tout cela pour garantir une homogénéité dans la façon de calculer ces indicateurs est également un bon élément de fondation, si je puis dire. Et ensuite, on a vu des groupes se lancer dans une réelle démarche structurée de risque et contrôle. Mais évidemment, vu le périmètre à couvrir, cela s'est fait sur un périmètre, dans un premier temps, priorisé. Rome ne s'est pas faite en un jour, il faut accepter d'y aller petit à petit. Et dans ces cas-là, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir une priorisation par les risques. On a des critères type le niveau stratégique de l'information utilisée, donc utiliser les résultats de l'évaluation double matérialité pour caractériser cette dimension-là, mais dans l'utilisation aussi de la donnée, il y a d'autres critères qui sont intéressants à prendre en compte, comme par exemple, est-ce que ces indicateurs rentrent dans des mécanismes d'incentive des dirigeants ou dans des mécanismes de financement, que ce soit LSB ou autre format. Et puis, il y a aussi tout simplement le niveau de risque
inhérents sur la donnée. Je prends souvent l'exemple, on n'a pas du tout le même risque de non-intégrité de la donnée sur le nombre de femmes au conseil d'administration que sur votre scope 3 de vos émissions de GES, parce qu'on a un indicateur qui est beaucoup plus complexe et qui va du coup, de manière inhérente, porter un risque plus fort. Donc finalement, avoir cette approche d'évaluation de différents niveaux de criticité de la donnée pour pouvoir prioriser le périmètre sur lequel on va déployer progressivement donc une vraie analyse de risque sur le processus de bout en bout de production de ce KPI-là et puis évidemment designer des activités de contrôle qui soient proportionnées à ces risques et qui soient du coup pertinentes et réalistes en termes de déploiement de ces activités de contrôle. Et ce que l'on observe, c'est qu'il est absolument clé de capitaliser sur l'existant pour justement sécuriser le déploiement et être là encore suffisamment efficient. Et en termes de retour aussi sur ces premiers exercices, on voit qu'il est beaucoup plus facile de déployer des contrôles au niveau central, c'est un peu le quick win, et qu'il va y avoir besoin de davantage d'efforts, d'animation et de davantage donc, de temps aussi pour réussir à déployer des activités de contrôle au niveau local. Donc, après ces premiers éléments un peu standards, Vutolane, je me retourne à nouveau vers toi. Est-ce que tu peux nous partager, s'il te plaît, ce qui a été fait au niveau du groupe Accor, justement, sur cette première année ? Alors, chez Accor, on a d'abord commencé à travailler sur le périmètre que j'évoquais tout à l'heure. L'idée, c'était d'identifier les sources qui permettent d'avoir un périmètre fiable et finalement de se dire que cette communication du périmètre, elle devait être centralisée au niveau de l'équipe en charge du reporting CSRD et non auprès de chaque ESRS owner qu'on a défini, parce que l'idée, c'est pas que chacun, par exemple, pour avoir sa liste d'hôtels, puisse faire une extraction à un instant, à des instants différents et avec le risque de ne pas avoir, par exemple, la même liste d'hôtels, par exemple. Donc là, l'idée, c'était de centraliser un peu cette communication en matière de périmètre. Ensuite, en liaison avec ce premier point, du coup, on a voulu définir les rôles et responsabilités de chacun, sachant que pour chaque ESRS, on a des honneurs par grande famille de ESRS. Et puis, à l'intérieur de chaque ESRS, comme on a des DP, on a aussi des DP honneurs selon les sujets. Alors, soit on a le même pour tous, soit à l'intérieur de chaque ESRS, on a défini différentes personnes. On a aussi défini les responsabilités de l'équipe en charge du reporting. Et enfin aussi, en matière d'outils, qui était responsable de quoi. Donc après, en fait, avoir défini les rôles et responsabilités de chacun, on a aussi accompagné dans le cadre de ce projet où il y avait vraiment toutes les fonctions. Nous, en matière de contrôle interne, on a réexpliqué les fondamentaux, le basique du contrôle interne. C'est j'ai un chiffre, qu'est-ce que ça veut dire un chiffre fiable? Ça veut dire qu'il est documenté, qu'on connaît sa source, que des contrôles ont été réalisés sur cette donnée. Mais la question également qui s'est posée concernait surtout la donnée narrative pour laquelle on a expliqué que quand on écrit par exemple on va faire telle ou telle action en matière de contrôle interne, pour que cette information soit fiable, il faut s'assurer que on a bien un plan d'action écrit et défini, que les correspondances sont bien prévues, donc en gros qu'on a bien un budget et qu'on a bien une personne responsable de cette action et qu'il ne suffit pas d'écrire que l'on va faire telle ou telle chose. Voilà en matière de contrôle interne. Et comme tu l'as dit, du coup, nous, on a également, pour l'aspect contrôle interne, on s'est appuyé sur la double matérialité pour pouvoir définir nos priorités. Donc, on avait 3 priorités
pour l'ensemble des ESRS, on a les priorités 1, les 2 et les 3, et on a choisi en matière de contrôle interne de commencer par les priorités 1 et de fiabiliser ces 4 ESRS qui étaient en priorité 1. C'est notamment des ESRS sur lesquels il y avait pas mal de métriques. Et du coup, on a commencé par E1, le climat, E3, l'eau, sans prendre les ressources marines, S1, les données sociales, et G1 sur la gouvernance. Donc, pour ces ESRS-là, on a écrit des boucles de contrôle interne qui étaient assez macro. L'idée, c'était que chaque ESRS owner puisse avoir sa bible, entre guillemets, du process CSRD. Donc, en gros, dans ces boucles, on rappelle les rôles et responsabilités, on rappelle les IRO qui correspondent à ces ESRS et on a la liste de tous les DP demandés dans les ESRS. Et ensuite, on décrit en fait le processus de collecte de façon assez macro. Et on décrit également tous les contrôles qui sont faits en centrale. Comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est un peu le quick win, c'est plus facile, les contrôles en centraux sont plus faciles à maîtriser que des contrôles qui sont plus locaux. Donc voilà, on a fait un premier document qui expliquait bien comment la donnée entre la collecte et en fait la revue en centrale, et notamment sur des méthodes d'extrapolation, notamment comment ensuite elle se retrouvait dans le reporting de durabilité de façon fiable avec tout le process de validation nécessaire à garantir la fiabilité ensuite de cette donnée. Et en complément de ces boucles de contrôle interne sur chaque ESRS, on a également un reporting guideline qui se veut plus instruction en fait de reporting sur la CSRD. Ce document, il était piloté plus par l'équipe projet et par chaque DP owner qui devait décrire à l'intérieur de ce reporting guideline l'ensemble des contrôles attendus localement. On a imaginé des contrôles localement lors de la collecte. Et ça, c'est un document qui a plus vocation à vivre d'une année sur l'autre, puisque d'une année sur l'autre, on espère fiabiliser de plus en plus notre processus de collecte. Voilà un peu ce qu'on a mis en place chez Accor. Merci beaucoup, Vitolane. On voit que c'est très complémentaire entre ce que vous avez fait sur l'environnement de contrôle, spécifiquement sur le périmètre, et puis cette complémentarité entre les boucles de contrôle interne et ces reporting guidelines pour adresser finalement les différentes étapes du processus. Donc déjà, beaucoup de choses réalisées sur 2024. Et alors, pour 2025, Vitolane, quelle est la feuille de route contrôle interne pour la CSRD ? Alors déjà, on va adresser les points d'observation éventuels de nos auditeurs, de notre auditeur sur la CSRD. Et ensuite, l'idée, c'est de pérenniser ce qui a déjà été fait et d'améliorer justement les contrôles en place, notamment soit en les automatisant au maximum dans les outils, soit en homogénéisant par exemple, certains reporting, puisque par exemple, côté social, on avait une partie des données qui étaient collectées dans un outil, une autre partie qui se faisait sous Excel. Là, par exemple, l'idée, c'est d'avoir la partie Excel intégrée dans l'outil utilisé côté RH pour collecter ces données. L'idée aussi, c'est de continuer à mettre des contrôles de cohérence des alertes dans les systèmes pour gagner en fiabilité. Et voilà. Très bien, de bons projets en effet de pérenniser et continuer à étendre ce que vous avez déjà initié. Et je rebondis sur le point capitalisé sur les travaux des auditeurs. C'est vrai que c'est encore tout frais, le feedback de ces auditeurs, de vos auditeurs. Donc, c'est un peu le moment de se lancer pour pouvoir les prendre en compte et s'améliorer sur l'exercice suivant. Dans une démarche, évidemment, de progressivité. Et justement,
En conclusion, on vous propose ce petit schéma de maturité, on va dire, du contrôle interne, du reporting de durabilité, avec les éléments de B à bas, si je puis dire. On voit, oui, le contrôle interne a un rôle clé à jouer pour accompagner la montée en maturité des processus de reporting. Donc, il faut engager les acteurs qui portent le sujet au sein de vos entreprises. Il faut ensuite travailler sur ces éléments fondamentaux qu'on évoquait, sur la sécurisation des basiques, sur cet environnement de contrôle. Déployer, on l'a vu, des contrôles plutôt en centrale, c'est le quick win, et avec le renforcement de l'environnement de contrôle, des règles de base et de la sensibilisation, on atteint déjà un premier niveau de confort, si je puis dire. Puis, selon une approche par les risques et en capitalisant sur l'existant, mettre en place des contrôles de manière progressive sur les KPI, sur les éléments les plus risqués, et étendre donc cela tant en termes de thèmes ou de KPI couverts dans votre reporting de durabilité, que aussi en termes de périmètre, du nombre d'entités. On voit aussi un besoin, une logique, là encore toujours dans une idée d'efficacité, de prioriser le déploiement sur les périmètres les plus représentatifs, et de l'étendre progressivement pour couvrir l'ensemble des entités. Et on voit après sur ce schéma, après cette démarche, on va dire, assez standard mise en place, l'idée est d'intégrer cela au monitoring général de votre dispositif de contrôle interne, avec la gestion des déficiences, de l'audit, le reporting à la gouvernance. Mais surtout, en mot de la fin, on voulait souligner notre conviction. On commence souvent par prioriser les éléments quantitatifs, mais il y a aussi l'objectif de sécuriser le qualitatif, c'est-à-dire mettre en place du contrôle interne sur les politiques et les actions principales évoquées dans le rapport en réponse aux enjeux stratégiques. Ça veut dire donc s'assurer de l'effectivité de ce que l'entreprise pense avoir en place et affirme. Et c'est finalement ce point-là aussi qui est clé pour améliorer la confiance sur les thèmes ESG qui sont matériels, et contribuer aussi, au travers de cette approche contrôle, à renforcer la maîtrise de ces sujets. Et sous cet angle, on a d'ailleurs la conviction que l'audit interne a un rôle clé à jouer. Je vais conclure sur ces mots. On espère avoir éclairé ce sujet qui n'est pas toujours bien appréhendé de tous. Encore un très grand merci, Vutolan, pour ton témoignage. Et je laisse donc la place à Laurent pour nous parler de performance au travers justement de la CSRD. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci Caroline pour ce passage de ballon. Effectivement, on avait envie de vous faire aussi un retour d'expérience sur cette déclinaison, la mise en place de la CSRD pour un certain nombre d'entités, notamment les entités de la vague 1, avec un angle qui nous semblait important. On a mis beaucoup de mots, mais le sujet de transformation qui nous semble extrêmement important, les sujets de valeur et des sujets de performance, parce que tout ça est lié. Donc, dans les premiers éléments, de retour qu'on veut vous faire, de retour d'expérience, le premier élément qu'on voulait évoquer avec vous, c'est cette notion du diable qui se cache dans les détails, en fait. Et ça, c'est vraiment le premier élément. Pourquoi? Parce que tous les groupes, notamment les groupes de vague 1, qui ont fait leur double matérialité et leur gap assessment, ont identifié en fait les zones de travail, mais quand il s'est agi en fait de mettre en œuvre, à proprement parler, c'est là que les sujets de détail en fait sont apparus, et pour lequel il était extrêmement important de garder le cap et de garder l'orientation à la fois stratégique et de pilotage qui était attendue en fait dans la CSRD. Si on est un peu plus concret dans ces notions de détails qui ressortent, ça a été un peu évoqué précédemment, il y a quand même beaucoup de sujets qui touchent à la donnée, à la fois à la donnée quanti, mais aussi à la donnée qualitative. Il y a beaucoup de sujets qui réapparaissaient sur cette notion de qualitatif, sur cette notion du narratif, et cette capacité finalement à identifier l'ensemble des points. La mise en œuvre en fait de cette dimension CSRD a aussi mis en exergue un certain nombre de sujets qui sont liés aussi à la cohérence de certains KPI qui étaient faits à des fins de performance interne au sens extra-financier, mais aussi à des fins de reporting pour la CSRD. Et donc, comment on gère cette cohérence dans l'ensemble des éléments. Il y a également
des points importants avec le regard du financier, souvent sur ces notions extra-financières. Je viens de la zone financière et donc du coup, il y a des réflexes qui me sont assez naturels et effectivement de regarder, et ça a été évoqué, des notions de cut-off, de scope, de périmètre, d'exhaustivité, d'estimation, sont tout un tas de sujets qui en fait ont conduit finalement nos entreprises qui ont fait cette déclinaison à passer en fait à regarder les sujets de KPI qui étaient à remonter de manière différente et avec d'autres aspects. Dans les points qui ont été aussi importants et compliqués, en fait, ont été les sujets en fait de projection et de valorisation. L'ensemble de la CSRD demande un certain nombre d'informations concernant justement des éléments en projection et en valorisation financière. Et ce sont tout un tas de sujets où il a fallu quand même être en capacité de pouvoir le faire, de pouvoir les identifier, les valoriser avec des personnes qui avaient des niveaux ou des aspects de compétences différents et qu'il a fallu former et développer. Donc, c'est un véritable sujet de transformation dans tous ces détails-là qu'il a fallu faire. Et puis, le deuxième slogan qu'on a envie de pousser et qu'on a vu en fait par rapport à nos différents clients, c'est « Qui veut voyager loin ménage sa monture ». En fait, le passage à la CSRD est une marche importante et en fait, un certain nombre de groupes qu'on a accompagnés, en fait, on fait un certain nombre de choix qui nous sont tout à fait raisonnables. Le premier, c'est quand même de s'inscrire dans une trajectoire. Le sujet n'était pas de répondre à l'exigence de la première publication, mais vraiment de s'inscrire dans le temps pour avancer dans cette présentation financière et extra-financière de l'ensemble de ces sujets. Donc, réfléchir en trajectoire, réfléchir en capacité de publier des choses qui sont fiables, cohérentes en tant que telles, a été un des points importants. Et, entre guillemets, s'acheter du temps avec les dispositions qui étaient prévues et qui sont prévues par la CSRD ont été des sujets importants à prendre en compte dans cet exercice de déclinaison. Le deuxième sujet, beaucoup de groupes en matière de déclinaison ont utilisé à la fois les processus, les organisations et les outils qu'ils avaient à leur disposition. C'était une première étape. Clairement, on voit bien que c'est un point d'amélioration, on y reviendra après, qui est important à prendre en compte. Là encore, dans une logique de trajectoire, une première étape à remplir, mais clairement une suite à pousser pour les prochains rapports. Et dernier point, en fait, on voit bien aussi la différence des clients qu'on a accompagnés. L'anticipation a été souvent un maître mot, en fait, pour cette déclinaison. Plus les groupes ont anticipé finalement cette transformation qui est générée par la CSRD, plus finalement ils étaient au fait et en capacité de répondre à ces premières exigences. Donc voilà en quelques mots les premiers éléments de retour d'expérience que l'on a. Comme un partage d'expérience est encore plus intéressant que ces éléments-là, je suis très heureux d'accueillir Camille Ransard. Camille qui nous fait l'honneur et la joie de venir dans ce webcast. Du coup, Camille, est-ce que tu peux présenter en quelques mots TSG ? Oui, merci Laurent, c'est surtout un honneur pour moi. Bonjour à toutes et à tous. TSG, c'est le leader européen des services techniques pour les solutions de mobilité responsable. De manière un peu plus concrète, notre métier, c'est de concevoir, installer et maintenir des installations de distribution de carburant pour la mobilité. Et on va aujourd'hui au-delà du secteur de la mobilité. Pour être encore plus précise,
TSG est né de la scission des activités industrielles et services du groupe Tokheim, Monsieur Tokheim étant l'inventeur de la pompe à essence. Donc, je pense que vous connectez tout de suite sur le fait que si je suis là pour partager quelque chose avec vous, c'est que TSG a engagé il y a quelques années un grand virage stratégique et a fait finalement de son soutien à la transition énergétique son objet, et donc a engagé une transformation business stratégique qui est complètement liée aux enjeux de la RSE. Voilà, pour vous donner une petite idée de taille, voilà, on est beaucoup plus petit que le groupe Accor. Aujourd'hui, TSG, c'est un peu plus de 6000 salariés qui travaillent dans 30 pays, essentiellement en Europe et quelques pays d'Afrique. Et c'est une entreprise qui grossit très vite. On a doublé de taille en 5 ans, essentiellement grâce au développement des nouvelles activités, puisque la part du business connecté au fuel, il y a 5 ans, représentait plus de 80% du chiffre d'affaires. Elle n'en représente plus qu'un tiers. Et on pense que nos activités, notamment liées à l'électrique, vont représenter la moitié de notre chiffre d'affaires assez rapidement. Voilà pour présenter rapidement TSG, Laurent. Merci Camille. Et alors du coup, donc, si on a bien compris ce qu'a dit Anne, tu es une ex-vague 2 qui va être une nouvelle vague 2 en tant que telle. Et du coup, voilà, si pour faire un peu de Molière, qu'allais-tu faire dans cette galère? Pourquoi vous avez anticipé la CSRD en avance de phase? Alors, c'est pas du tout une galère. En fait, chez TSG, on a une manière d'anticiper la réglementation. C'est la manière dont on a abordé la RSE, en fait, depuis le moment où on a commencé à la structurer et à structurer notre approche fin 2020. En fait, derrière la CSRD, ça a été très bien dit en introduction, il y a des vrais enjeux qui sont des enjeux sociétaux et qui sont une réalité pour tout le monde, qu'on le veuille ou non. Donc finalement, plutôt que de faire de la réglementation une contrainte, on a préféré en faire une opportunité en considérant que, même bien qu'imparfaites, et Dieu sait qu'elles le sont, les réglementations, elles ont un objectif derrière et elles répondent à des enjeux qui sont des enjeux globaux. Et que donc, finalement, les enjeux mis en avant et appliquer la réglementation, c'était aussi préparer l'organisation à son futur. Donc, en fait, la démarche qu'on a eue, elle était assez pragmatique. Elle a été de se dire, alors, je dois vous dire aussi que TSG est une entreprise sous LBO, donc c'est une entreprise qui doit répondre à la fois à ses enjeux business, mais aussi à ses enjeux de création de valeur et d'intérêt pour la communauté financière. Et que donc, assez basiquement, on s'est dit que finalement, dès qu'une réglementation arrivait sur la tête des sociétés cotées, c'est qu'il y avait des questions fondamentales derrière et que donc ces questions fondamentales, finalement, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le fait que la réglementation soit applicable, obligatoire ou non, c'était des questions que légitimement un futur actionnaire ou la communauté financière serait susceptible de se poser. Et que donc, il fallait qu'on soit pas forcément de manière aussi détaillée, mais en capacité d'y répondre. Une fois que les problématiques sont posées, l'entreprise a besoin de justifier qu'elle s'inscrit dans la pérennité et de se préparer à ce qui va se passer dans le futur. Et du coup, Camille, donc, tu es rentrée dans l'exercice de préparation CSRD. Finalement, quels ont été pour toi les premiers enseignements sur ce que vous avez fait en fait, hein, et qu'est-ce que tu en retires? Alors, c'est un exercice qui est extrêmement structurant. En réalité, nous, comme on avait anticipé, on avait déjà, depuis 2021, fait des bilans carbone réguliers, on avait fait notre Climate Risk Assessment sur 2 années, puisqu'on l'avait anticipé en 2022-2023. Donc, on s'est retrouvé à lancer la double matérialité et la taxonomie qu'on avait terminée en 2023 également, pour ensuite rentrer dans la mise en œuvre de la CSRD. Chez TSG, en fait, la RSE, je considère que c'est aujourd'hui, au-delà de la transformation purement stratégique, enfin, du business, qui est stratégique, la CSRD, c'est probablement la RSE, c'est probablement le plus grand agent de changement du groupe. On est dans une organisation extrêmement décentralisée. Donc, vous imaginez bien que 6000 salariés qui travaillent dans 30 pays, ça nous donne des pays dans lesquels on a à peu près 1200 personnes, mais d'autres dans lesquels on peut en avoir 50. Donc, on a des équipes de maturité, de taille, d'organisation complètement différentes. Et donc, on a forcément derrière des compétences qui n'ont pas toutes le même niveau. Et finalement, la CSRD, comme tous les exercices qu'on a fait avant, nous permettent en fait
forcer l'organisation à se mettre en cohérence, en fait. Donc, on a la chance qu'aujourd'hui, dans le groupe, tout le monde a bien compris les enjeux RSE, a bien compris l'intérêt que ça avait pour l'entreprise. Et il y a une très, très large adhésion à ça. Et j'en veux pour preuve qu'on a fait un questionnaire de satisfaction salariée l'année dernière dans lequel plus de 70% des collaborateurs ont répondu positivement à la question « Je crois au projet de TSG de facilitateur de la transition énergétique ». Donc, c'était plutôt une surprise pour ma part. Donc, en fait, le rationnel qui est derrière tout ça, l'intérêt qu'il y en a pour TSG, alors je vous ai parlé des investisseurs, mais c'est aussi vrai pour les clients, puisque aujourd'hui, nous, on travaille avec des clients qui sont beaucoup plus gros que nous, qui ont parfois des centaines de milliers de salariés, et qui ont leurs problématiques aussi de RSE. Et finalement, ces clients, aujourd'hui, on arrive à se présenter avec le même niveau de maturité qu'eux. Et donc, on est vraiment perçu comme un acteur extrêmement sérieux, de bon niveau. Et donc tout ça a fait que dans la CSRD, en fait, on en a profité pour définir les organisations, mettre en place des processus où on donnait la responsabilité sur le terrain. Donc, je rebondis sur l'intervention d'avant. Finalement, avant tout le reporting, on avait mis en place un reporting extra-financier, était piloté par la fonction du contrôle de gestion centrale. Et finalement, les opérations étaient assez peu responsabilisées. Donc, on en a profité par la mise en œuvre d'un outil pour remettre la responsabilité sur le terrain, chacun sur son domaine. Du coup, Camille, en continuant dans cet échange que je trouve intéressant, la partie, nous on a intitulé cette séquence CSRD, transformation CSRD, valeur et performance. Comment ça résonne au sein de TSG ou pour toi? C'est un vrai… Alors d'abord, c'est un outil de travail parce que dans un groupe très décentralisé, c'est très compliqué d'avoir de la donnée et de la donnée qui soit cohérente. Ensuite, c'est clair qu'on peut voir dans les échanges qu'on a avec nos parties externes, donc que ce soit client, que ce soit la communauté financière, que ce soit notre actionnaire principal, on est aujourd'hui en capacité de montrer comment on est en train de développer une performance extra-financière, puisque comme on avait des KPI qui étaient très imparfaits ces dernières années et que donc la CSRD nous a obligés à davantage structurer, à mieux définir, à mieux expliquer et donc va nous amener, il y a encore beaucoup de travail à faire dans une plus grande cohérence et une plus grande fiabilité. Du coup, on devient extrêmement crédible quand on explique comment, par exemple, le développement des politiques RH amène de la performance parce qu'on a des impacts sur des taux de rétention, sur une baisse du turnover, sur de la montée en compétences. Donc c'est vraiment très apprécié et très valorisé en interne. Ça permet aussi, donc il y a la dimension externe, mais même en interne aujourd'hui, en communiquant sur ces indicateurs, on arrive à faire bouger un COMEX et à faire prendre conscience de certains sujets qu'il va falloir commencer à traiter. Donc effectivement, ça résonne bien, en fait, si on se dit les choses entre valeur et performance. Peut-être une dernière question avant de conclure. Omnibus, parce qu'on a utilisé beaucoup de sujets de gare, de allusion ferroviaire. Omnibus, pour toi, un regret ou une chance pour TSG? Comment tu vois les choses? Pour nous, c'est une chance. En fait, on a beaucoup avancé et de manière pragmatique en traitant des sujets très importants. On a encore beaucoup de travail à faire parce qu'on a engagé cette responsabilisation des équipes. Donc, on a d'abord plus de temps pour prendre en main l'outil qu'on est en train de déployer. On a plus de temps pour former chacun à la fiabilité de la remontée des informations. On a plus de temps pour travailler le qualitatif. Mais surtout, on a, bien entendu, comme je pense beaucoup d'entreprises, parce qu'on est très multi-activité, un gros travail à faire sur la taxonomie et un gros travail à faire, et d'une part, sur notre capacité à identifier les petits morceaux de chiffre d'affaires qui sont éligibles à la taxonomie. On a aussi du travail encore à faire sur l'alignement, même si on est bien avancé. Donc, en fait, la chance que ça va être
de pouvoir, le jour où on va être en obligation de produire pour se conformer à la réglementation, plutôt que se dire on y va, on sera pas parfait, et puis on progressera avec le temps, et puis les auditeurs et tout le monde va bien comprendre que c'est un stade de maturité. Là, on va être vraiment en capacité, le jour où la réglementation va arriver, d'avoir vraiment une démarche extrêmement aboutie, extrêmement fiable. Et une volonté de faire un reporting volontaire ou oui, alors on a commencé déjà depuis 3 ans à produire de manière complètement volontaire un rapport extra-financier qui est d'ailleurs amusant puisque c'est un rapport complètement libre. On n'avait aucune obligation, qui aujourd'hui est réclamé par tous nos commerciaux qui s'en servent pour présenter TSG sur le plan commercial. Donc c'est intéressant de voir comment finalement cette dimension reporting extra-financière a de la valeur pour les équipes et pour l'environnement externe. Donc, on va démarrer avec un premier rapport qu'on va probablement faire sortir en septembre. Alors, nous, on est en exercice décalé, donc on ne publie pas au même moment que tout le monde. Mais du coup, ça va être un premier rapport qui ne sera pas parfait. Puis, d'année en année, on va se challenger et puis on va arriver de la même manière à quelque chose qui sera plus abouti. On aura plus de temps pour arriver à cet aboutissement. Donc, ça permet de faire les choses extrêmement sérieusement, tout en étant un peu plus neutre, entre guillemets, en termes d'impact sur l'organisation. Merci Camille pour cet échange et ce retour d'expérience que je trouve assez passionnant. Peut-être quelques mots de conclusion sur cette partie par une citation. Voilà, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. C'est du Sénèque et c'est extrêmement d'importance par rapport à nos sujets CSRD. Effectivement, ce que tu as dit, c'est qu'effectivement, il y a des axes de valeur et de performance qui sont assez clairs et il faut les poser dans le temps. Et vous savez où vous voulez aller, c'est très important et c'est ce qui nous semble être important pour nos clients de savoir où vous voulez aller en matière de stratégie. Et donc, du coup, d'en faire le lien avec la notion de la performance. Dans les chantiers là, qu'on voit chez tous nos clients, au-delà de ces notions stratégiques et performance, il y a 2 grands chantiers qui sont conséquents à ça. Il y a un sujet d'organisation de compétences de modèle, en fait, un target operating model pour utiliser un vieil anglicisme, en tant que tel, qui est un vrai chantier qui s'ouvre. Et puis, il y a un deuxième chantier qui nous semble extrêmement important, qui est tout le sujet data and tech, qui est un sujet majeur dont on a déjà pas mal parlé. Et je vais du coup laisser la parole à Rim pour aborder cette dernière partie de notre webcast. Merci beaucoup, Laurent. Bonjour à toutes et à tous. On se disait qu'effectivement, c'était important de faire une petite aparté sur les sujets data and tech autour de la CSRD. Alors, je pense que je ne surprendrai personne qui s'est frotté à l'exercice de se rendre compte quand même que c'est un beau projet data que de faire la CSRD, certes par moments très challengeant, mais qui globalement demeure un beau sujet de transformation et une belle opportunité de transformation pour l'entreprise. D'ailleurs, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, l'ensemble des entreprises qui ont pu inscrire ou ont voulu inscrire les sujets de durabilité dans leur stratégie et dans leur vision de l'entreprise, finalement, que ce soit, j'allais dire, des textes de type omnibus ou d'autres textes, ça ne change rien au projet qu'ils ont lancé autour de la data et de la tech. Néanmoins, ce que l'on voit rapidement, c'est qu'ils ont souvent ces entreprises-là, alors je parle de ceux qui ont déjà démarré l'exercice, mais l'ont fait en plusieurs temps. Parce que d'abord, sur le premier exercice, ils ont anticipé en fait le fait qu'il fallait aller au-delà des seules exigences réglementaires, mais vraiment commencer à anticiper l'opportunité qu'offre cette réglementation pour repenser le modèle de performance extra-financier et de durabilité, et donc de poser les fondations. Ça suppose la mobilisation de beaucoup de personnes au sein de l'entreprise. Je pense que je ne l'apprends à personne ce que je dis là. Et donc, ils ont procédé plutôt par étapes. Une première étape, alors je ne sais pas si la slide sera visible pour tout le monde, mais en tout cas, une première étape qui a été extrêmement manuelle, c'est-à-dire on se concentre prioritairement sur la définition de la stratégie, la définition de la vision et la mobilisation d'un certain nombre d'interlocuteurs très importants au sein de l'entreprise. Et donc, pour cela, je m'assure que tout le monde est embarqué et, entre guillemets,
tant pis s'il y a des choses qui sont manuelles ou via de l'Excel, il y a aussi une notion de délai qui arrive. En revanche, ce que l'on voit, c'est que dès le deuxième exercice, entre guillemets, en tout cas la préparation de la suite, les fondations commencent à être posées. Et quand on dit les fondations commencent à être posées, ça veut dire que, quelque part, entre guillemets, personne n'a envie de remobiliser autant de monde sur un laps de temps très court, une deuxième année à la suite, voire une troisième ou une quatrième année. C'est l'occasion aussi de mettre tout cela dans des outils qui, dans un premier temps, sont orientés CSRD, mais en tout cas, dans des outils, dans des processus, et en suivant réellement l'architecture, j'allais dire, demandée par l'entreprise. Donc, c'est l'occasion de automatiser, d'industrialiser l'ensemble des informations qui sont exploitées, et finalement de poser une réelle data gouvernance autour du sujet. Alors, je sais que ce mot-là, des fois, fait toujours peur, mais ce qui est important de retenir, c'est s'assurer finalement que la donnée est fiable et de qualité sur tout le long du processus, et qu'elle est réellement exploitée, gouvernée au sens où on en a un responsable. Et donc aujourd'hui, se lancent beaucoup de chantiers, voire sont très avancés, tout dépend des entreprises, mais en tout cas, se lancent beaucoup de chantiers autour de l'industrialisation de l'information extra-financière, que cette information-là soit publiée ou quelquefois non, puisqu'on anticipe déjà le pilotage de la performance qui souvent a des granularités beaucoup plus fines que les exigences réglementaires, et comment finalement, au-delà du seul outil CSRD ou du seul outil de pilotage de performance extra-financière, comment je m'assure que l'information que finalement les équipes ont mis beaucoup de temps à travailler et à définir pourra être réinjectée directement dans le business de l'entreprise, comment je pilote plus concrètement à travers ces nouveaux KPI qui sont à la fois fiables, reconnus et totalement transparents puisque publiés. Donc l'idée, c'est de remettre les KPI qui ont été poussés par la CSRD au centre du pilotage à la fois stratégique, mais aussi opérationnel, en se disant que ça devient en fait le single source of truth. Donc sur le volet data, c'était essentiellement ce point-là que je voulais repréciser aujourd'hui. Il y a quand même un sujet qui est revenu assez régulièrement, je pense, pendant l'année pour les entreprises de vague 1, mais aussi, je pense que les autres entreprises commencent à le voir. Ça a été au départ aussi toute la notion, j'allais dire, des éditeurs et des outils. Est-ce que je dois m'outiller? Oui, non, pour faire de la CSRD. Est-ce que je suis obligée? Longtemps, donc nous, c'est une conviction qu'on a eue chez PwC avec l'ensemble de mes collègues, à savoir qu'il n'y a pas d'outil miracle et que finalement, le principal à travailler, enfin les principaux éléments, à travailler vont être autour de la stratégie, de la vision, du plan et de la donnée finalement qui alimente tout cela et des processus, mais que l'outil finalement n'est qu'un ad hoc, entre guillemets, même s'il a bien évidemment beaucoup d'utilité, et de finalement se poser la question de l'outil dans un deuxième temps par rapport à ce que je veux faire de mes informations de durabilité et par rapport aussi à tout l'appui que je peux déjà avoir au sein de l'entreprise par les équipes data, par les équipes IT et par les outils opérationnels et de pilotage qui existent déjà dans l'entreprise. Donc, il y a eu un moment où on a eu une certaine floraison, j'allais dire, des outils d'éditeurs sur le marché où beaucoup voulaient se positionner sur la CSRD. Aujourd'hui, ce qu'on observe en tout cas un an plus tard, et je pense qu'on va continuer à observer avec l'arrivée des textes d'Omnibus, c'est clairement probablement une certaine rationalisation des éditeurs qui offrent leurs services. Et quand je dis rationalisation, je pense qu'on va retrouver finalement des éditeurs, et je n'ai pas d'avis ni sur l'un ni sur l'autre, mais en tout cas des éditeurs qui ont une réelle valeur ajoutée pour ce projet-là. Donc, on va avoir des éditeurs qui vont être spécialisés dans l'apport de valeur sur du disclosure, de l'apport de valeur sur la chaîne de valeur, de l'apport de valeur sur du pilotage de performance. Et finalement, très probablement que ça va recentrer le nombre d'éditeurs et chaque entreprise choisira la solution technologique qui répond le mieux aux derniers besoins, j'allais dire, qui lui manquent par rapport à sa maturité et à son architecture générale.
Donc voilà pour le volet data and tech. Est-ce qu'on peut passer peut-être à la page suivante, s'il vous plaît, pour la partie IA. Alors, je pense qu'il est important aussi de parler d'IA. Alors, au-delà du terme qui est très à la mode, hein, ce n'est pas tellement ça l'objectif aujourd'hui. Je pense que sur la partie IA, voire Generative AI par moment, ça a pu être un effet très waouh par moment et puis décevant par la suite. Je repense typiquement à l'ensemble des outils CSRD qui ont toujours eu ou présenté un certain module d'IA pour accélérer certains processus, notamment de rédaction ou de recherche d'informations. Ça a eu un effet waouh au départ, mais finalement, au bout du compte, le premier exercice est quand même, on va dire, plus classique dans la recherche d'informations, dans la mobilisation, dans la qualification de l'information qui est demain publiée. Et on a laissé la partie IA plutôt de côté. Et selon les entreprises, ça a été soit une vision très opportuniste, en se disant, d'abord, je définis ma stratégie, ensuite, je publie, et demain, si je peux avoir l'opportunité d'accélérer certaines choses, je m'y mets. Et là, derrière, je vois des éléments autour de l'automatisation de la collecte des informations, le volet tout, la partie data management, comment je rapproche un certain nombre de référentiels, un certain nombre de données qui sont des quantités assez importantes, comment je peux améliorer ma gestion de la qualité de la donnée avec des contrôles automatiques ou encore des détections d'outliers, etc. Donc tout ça, ce sont des volets qui vont être assez opportunistes et que je pense vont être mis en place, en tout cas on commence à le voir de manière très progressive et très opportuniste. Pour autant, ce qu'on voit aussi dans le deuxième volet, c'est aussi finalement, la CSRD est un beau projet d'entreprise. Et lorsqu'on est dans un projet de transformation data ou IA, donc là, je me mets plutôt côté interlocuteur non CSRD de manière naturelle, on va dire. En tout cas, je ne suis pas dans les équipes RSE ou dans les équipes financières, mais vraiment dans la partie tech. Lorsqu'on lance des plans de transformation, et notamment autour de l'IA, bah, finalement, la CSRD, c'est un beau cas d'usage. C'est un beau cas d'usage parce que il y a forcément des choses à aller chercher en termes d'IA. On peut faire donc tous les volets de data management, comme je disais auparavant, voire demain de la prévision et de la prédiction pour mes pilotages de performance. Et c'est un projet qui est finalement visible et va répondre à beaucoup de personnes qui y travaillent. Donc aujourd'hui, dans les programmes de transformation, on commence à voir le cas d'usage, alors CSRD ou en tout cas durabilité, comme un des cas d'usage qui est poussé par les équipes en charge des éléments data et IA. Et donc ça, c'est une belle opportunité, je pense aussi, pour valoriser à la fois le travail qui a été fait, mais aussi l'information qui est exploitée. Et puis, le dernier point, parce que je vois qu'effectivement, on arrive presque au bout de ce webcast, peut-être aussi une ouverture. Aujourd'hui, ce qu'on en voit surtout de plus en plus, c'est la question de se dire, OK, on a fait tout ce travail-là, on fait beaucoup de travaux finalement de publication, et donc, comment on peut capitaliser sur l'ensemble de ces informations qui sont disponibles et comment je peux accélérer le travail de mes équipes. C'est-à-dire qu'il y a toute la partie temps, fiabilisation et retranscription. Et donc, comment demain, je peux potentiellement réinventer, en fait, mes modèles de communication et d'échange avec à la fois, certes, le régulateur, mais pas que, sur la partie CSRD, mais aussi au-delà. Pourquoi pas les agences de notation, mais surtout, pourquoi pas les investisseurs, grâce à l'IA, pour finalement permettre à mes équipes de se concentrer sur des choses beaucoup plus importantes. Et ça, on commence réellement à le voir. On a développé, à titre d'exemple, des outils qui aujourd'hui permettent d'accélérer ce genre d'exercice autour des exercices avec les investisseurs, entre les équipes RSE et les investisseurs, les actionnaires. Donc, réelle opportunité aussi de l'IA au-delà du seul buzzword. Voilà pour moi. Je crois qu'on arrive au bout de ce webcast. Je ne sais pas si je crois que je vais être en charge de dire la fin ou Sylvain, non, c'est moi. Tout va bien. Bon. Bah, écoutez, nous étions ravis de vous avoir avec nous, je pense. Voilà. Merci beaucoup, Rémi.
Merci beaucoup pour ces éléments. Merci à toutes et tous de vous être connectés. On arrive à la fin. Donc, que retenir vite fait? Omnibus, il faut suivre puisque tout est possible et dans tous les sens, même s'il y a des tendances qui sont données. Je pense qu'on aura une vision assez claire, assez vite sur la rapidité de mise en œuvre, au moins de Stop the Clock, puisque là, de l'avis de tout le monde, il faut aller vite. Ensuite, une fois qu'on aura cette pause, on aura un peu plus de temps pour voir arriver les choses. Mais sinon, sur le fond, le traitement des questions de durabilité, d'abord parce qu'il est essentiel réellement, stratégiquement, économiquement pour les entreprises, c'est un sujet qu'il faut continuer de traiter et d'ailleurs qui est continué de traiter. Le pilotage des informations liées à ça est lié, d'autant qu'une partie prenante clé qui a besoin d'informations reste les investisseurs. Le régulateur, on verra quel sens il lui donne en fonction de ses orientations. Donc vraiment, encore merci. Pour les questions auxquelles on n'a pas répondu, vous pouvez nous les passer et on y répondra avec grand plaisir. La prochaine webcast sera, alors là, pour le coup, très au-delà des questions de réglementation, portera aussi sur des sujets qui sont importants pour nous et pour l'économie, qui sont vraiment des exemples concrets de transformation des business models autour de ces questions-là. Merci à toutes et à tous et très très bonne journée.